Alors Pierre, c'est le moment de travailler sur un deuxième document, dont le document 2, page 334. Rappelle-toi Pierre, tu présentes rapidement le document, tu ne dis pas toutes les informations du document, mais simplement celles qui vont être essentielles dans le travail que nous fournissons. Va choisir dans ce document la seule information qui compte. Dans ce document 2, page 334, on observe qu'on a placé en effet une électrode stimulatrice au début de l'axone, c'est-à-dire juste après le corps cellulaire. Puis sur l'axone, on a réparti des électrodes réceptrices de R1 à R6 qui sont à distance croissante de l'électrode de stimulation. On observe les enregistrements et on peut observer sur les enregistrements des potentiels de membrane des électrodes réceptrices que le potentiel d'action est décalé dans le temps. Donc ce document me permet de déduire qu'il existe une conduction du potentiel d'action le long de la membrane. Très bien, Pierre, tu as pu montrer qu'en effet, il y avait une conduction du potentiel d'action le long de la membrane de l'axone. Et maintenant, tu vas travailler sur le document 3, page 335. Et j'invite les élèves de Terminal S2 à travailler le document 3, page 335, avant que Pierre en fasse l'analyse. Donc, vous pouvez faire pause maintenant. Attention, pause. Maintenant, vous travaillez le document et vous nous rejoignez pour l'analyse de Pierre. Dans le document 3, page 335, on observe deux graphiques, un graphique du potentiel de membrane en fonction du temps et un graphique de l'intensité de stimulation en fonction du temps. Donc on a les électrodes de stimulation et les électrodes réceptrices. Alors les deux premières stimulations ont une intensité de stimulation qui ne doit pas être suffisante parce qu'elles ne déclenchent pas l'apparition d'un potentiel d'action. On voit une variation du potentiel de repos qui augmente dans le sens de la dépolarisation, mais il n'y a pas de potentiel d'action. Par contre, les deux stimulations suivantes semblent être suffisantes puisqu'elles entraînent l'apparition de potentiel d'action. Le document nous permet de dire qu'il existe une intensité de stimulation seuil, une intensité minimale qui permet en effet à la membrane de l'axone de déclencher le potentiel d'action. Très bien Pierre, sur ce document 3, on voit en effet qu'il y a une intensité minimale qui permet de déclencher le potentiel d'action. On peut penser que cette intensité de stimulation est celle qui va permettre de l'ouverture des canaux voltage dépendant sodium et potassium. Est-ce que tu observes une deuxième information sur ce document? Alors sur ce document, la deuxième information, c'est qu'on voit que les deux intensités de stimulation qui sont suffisantes pour déclencher des potentiels d'action, même si l'intensité de stimulation de la quatrième stimulation est plus élevée que l'intensité de stimulation de la troisième, eh bien les deux potentiels d'action sont identiques. Oui, c'est la bonne réponse. En effet, les potentiels d'action sont toujours identiques. On a un potentiel de repos qui est à moins 70, une dépolarisation qui atteint plus 30 millivolts, mais il n'y a pas de potentiel d'action qui aurait une dépolarisation plus importante en fonction de l'intensité de stimulation. Ils sont tous toujours pareils. Ce qui fait qu'un potentiel d'action, c'est soit il y a un potentiel d'action, soit il n'y en a pas. On parle de règle de tout ou rien. On va maintenant travailler sur le document 4, page 335. Donc dans le document 4, page 335, on observe un enregistrement de messages nerveux sur une fibre nerveuse de neurones sensoriels associée à l'enregistrement sur une fibre nerveuse de motoneurone. Donc dans l'arc réflexe, le neurone sensitif, puis le motoneurone. La stimulation cette fois-ci est liée à l'étirement d'un fuseau neuromusculaire. Dans la partie haute du document, l'étirement du fuseau neuromusculaire atteint 9 newtons. Dans la partie basse, l'étirement atteint 14 newtons. Si on regarde donc dans la partie haute, avec un étirement faible du fuseau neuromusculaire, on observe des potentiels d'action qui sont représentés sous forme de bâtonnets qui se succèdent dans le temps. Si j'observe la partie basse, avec un étirement du fuseau neuromusculaire plus important, on observe aussi cette succession de bâtonnets, donc de potentiels d'action, mais avec une fréquence beaucoup plus élevée. On va pouvoir déduire de ce document que le message nerveux est codé en fréquence de potentiel d'action. Si on a un message nerveux plus important, ça signifie avec une fréquence de potentiel d'action plus importante. En effet, Pierre, ici sur ce document, on observe que lorsque le message nerveux est plus important, ça veut dire que la fréquence de potentiel d'action est plus élevée. Alors tu observes aussi une deuxième chose sur ce document qui va nous permettre de rejoindre le schéma bilan. On observe que lorsque l'étirement du fuseau neuromusculaire est plus important, la fréquence de potentiel d'action sur le motoneurone est plus élevée que lorsque l'étirement du fuseau neuromusculaire est moins important. Donc en effet, Pierre, on peut déduire ici, à partir de ce document seul, lorsqu'on a compris le type d'enregistrement,
que le message nerveux sensitif lié à l'étirement du fuseau neuromusculaire du muscle étiré va être transmis à un deuxième neurone, donc le motoneurone, qui va lui aussi coder en fréquence de potentiel d'action une réponse pour venir entraîner la contraction du muscle. Et que plus l'étirement du fuseau neuromusculaire est important, plus la fréquence en potentiel d'action sur le motoneurone est importante et va conduire à une contraction musculaire plus importante. Donc vous pouvez relier ça au document de synthèse qui s'affiche maintenant de l'arc réflexe, dans lequel on voit qu'en effet le neurone sensitif transmet l'information liée à l'étirement du fuseau neuromusculaire, que cette information rejoint le motoneurone et fait un contact, une synapse au niveau de la moelle épinière, et que le motoneurone va conduire un message vers le muscle pour entraîner la contraction du muscle. Donc, arrivé à cet endroit-là, il nous faut une deuxième vidéo pour expliquer la jonction synaptique, à la fois la synapse neuronique au niveau de la moelle épinière, entre le neurone sensoriel et le motoneurone, et il nous faut aussi l'explication de la jonction neuromusculaire entre le motoneurone et les fibres musculaires du muscle qui va être contracté, pour terminer l'arc réflexe. Et donc cela viendra dans une deuxième vidéo. Merci Pierre, merci monsieur, à bientôt. C'est pourquoi j'ai invité... Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous, élèves de Terminal S2 du lycée Sylvia Montfort, à qui cette vidéo est particulièrement destinée. Donc bonjour à tous, les élèves de Terminal S2 du lycée Sylvia Montfort. J'ai fait cette vidéo parce que je commençais à ne plus supporter de faire cours sans élèves. C'est tout. Puis après, on va arrêter de faire le kéké.